j'aurais jamais cru que ça pourrait m'arriver. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui aime faire rire et qui, en fait, qui a beaucoup de soucis derrière ça. Passer par là m'a aussi permis d'être plus empathique et de me mettre du coup plus facilement à la place des autres et être une meilleure personne, en fait. Vraiment, j'étais une vraie biatch avant. Vous filmez pas ça, hein. S'il vous plaît. Tu veux me faire danser, mais j'ai pas envie de danser. Tu veux me faire flancher, mais j'ai capté ton jeu. La première crise d'angoisse que j'ai faite, c'était dans un tram bondé. La sensation d'avoir des fourmillements dans les mains, avoir trop chaud, des bouffées de chaleur, ne plus réfléchir, plus avoir les idées claires. Dans ma tête, on est 42. Ça m'a frappé comme ça, d'un coup, et clairement, ça m'empêchait de vivre. Ici, c'est mon petit havre de paix, où j'habite depuis 6 mois maintenant. Welcome dans mon humble demeure. Hachakushu. Déjà, la Sylvia, il y a 1 an, elle avait 10-15 kilos de plus à cause des médicaments qu'elle prenait. Ça avait changé totalement mon train de vie. Donc moi, je sortais plus pour me lever, pour aller à l'école. C'était déjà une épreuve. J'ai eu des crises qui m'ont littéralement paralysée, on va dire. Comme si le sang, il n'arrivait pas partout, en fait. Comme si tu étais sur le point de mourir. Je pense que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment été frappée par la dépression. J'ai appelé mon médecin, je lui ai dit « Donnez-moi, il me faut des antidépresseurs ». Le constat fait froid dans le dos. 1 jeune sur 5 souffre de dépression. Quand on a appris que j'allais en psychiatrie, il y a certains membres de ma famille qui ont dit « Elle est folle, la fille est folle ». Le suicide est même devenu la première cause de décès chez les 15-45 ans. J'ai crié au secours, j'ai frappé à toutes les portes. Je me suis dit, je vais fracasser cette bagnole pour que ça s'arrête. Pour calmer leur mal-être, de nombreux jeunes tombent dans les addictions. Quand on n'en a plus, on se retrouve sans aucune émotion, vidé complètement. Et la seule envie qu'on a, c'est de recommander. Pour 15 €, on peut très facilement faire une overdose. Les services d'aide psychologique, psychiatrique sont totalement saturés. On arrive dans une situation qui est explosive. Les situations sont parfois extrêmes. Vous avez dit que si elle vous quittait, vous la tuez. C'est possible. C'est quelque chose de grave. De plus en plus de patients doivent être hospitalisés de force, considérés comme des dangers pour eux ou pour la société. C'est un cauchemar, en fait. Moi, j'ai déjà été attaché, mains et pieds, avec plusieurs injections en même temps, mais comme dans les films. La psychiatrie reste un monde tabou, opaque, mais pour investigation, exceptionnellement, on vous ouvre les portes de cet univers méconnu. On se réveille vraiment chaque matin avec la peur de se dire qui va me faire chier aujourd'hui, en fait. C'était vraiment sa raison d'être, la musique. Et il avait construit donc son Laguna Sound System. Et il voulait l'emmener partout. Son rêve, c'était de mettre dans un champ et de faire résonner sa musique. Noé m'a dit la semaine avant son décès, on a tout essayé, je ne vois plus comment m'en sortir. Pourtant j'ai essayé pendant 6 ans, 6 longues années,
et voir comme ça son enfant qui n'a pas d'aide. Et c'est très très compliqué, très, très douloureux. C'est l'histoire d'un jeune parti trop tôt. L'histoire d'une maman qui s'est battue jusqu'au bout pour sortir son fils de l'engrenage. Noé n'avait que 19 ans quand il a mis fin à ses jours. J'ai toujours détesté ma vie. Je ne vois pas de futur positif. Alors j'y mets fin. Ne culpabilisez pas. 4 mois après la mort de son fils, Sylvie est très claire. L'issue aurait pu être différente. Si Noé a décidé d'en finir, c'est parce que le système n'a pas su l'aider. Ça, c'est toute l'histoire et la vie difficile de Noé, avec tout ce qui a été fait depuis 2018 jusqu'en 2024, avec les ambulances. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 6 années de parcours du combattant. Noé souffrait d'une anxiété sociale assez marquée, de dépression. Il se scarifiait régulièrement. Il a fait des tentatives de suicide. J'ai crié au secours, aidez-moi. J'ai téléphoné à plein de structures. Et chaque fois, on me disait non, il n'y a pas de place, ressonnez dans 1 semaine. Et les jours de la semaine sont tellement longs, ça ne passe pas. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi n'y a-t-il pas de place pour les jeunes qui souffrent dans cette société? Cette lettre, Sylvie l'adresse au ministre de la Santé et de l'Éducation. Nous avons été perdus dans cette jungle interminable, balancés de rendez-vous en rendez-vous, où aucune place n'est disponible, où tous sont sur des listes d'attente, délais 5, 6 mois, jusqu'à l'impensable. Mon fils ne voulait plus vivre et s'est soigné lui-même pour arrêter ce qui le rongeait depuis des années. Comment peut-on en arriver là? Le système est-il vraiment en train de dérailler? Non, vous ramassez avec vos mains et vous mettez dans votre armoire. Oh, vous êtes à l'ouest. Mais à cause de quoi? À cause de quoi vous avez été dans la chambre de mademoiselle pendant la nuit? Oh, je suis somnambule. De quoi? Donc, faut pas me dire que vous êtes fatiguée. Pour débuter cette enquête, on veut d'abord comprendre comment fonctionne un hôpital psychiatrique. On décide de s'immiscer dans une clinique qui prend en charge des ados au parcours abîmé. On va pas se mentir, l'ambiance, elle est pas top en ce moment. On va pas le répéter 15 000 fois. Vous respectez pas. Il y aura des temps en chambre, il y aura des couchers anticipés et il y aura pas d'accès aux sorties. Le docteur Ben m'a dit je peux sortir. Vous pénalisez tout le monde pour une paire Non, c'est par rapport à votre comportement à tous. Vous venez d'entendre ce que ma collègue vous a dit ou pas? Faites attention à Ici, une trentaine d'adolescents sont hospitalisés. Nous masquons leur visage pour protéger leur anonymat. Non, mademoiselle, mais là vous pouvez aller dans votre chambre. Je vous demande d'aller dans votre chambre, mademoiselle. Mais j'ai rien fait. Non, vous n'avez rien fait, mademoiselle. Vous pouvez aller dans votre chambre. Derrière une certaine impertinence se cache pour chacun, chacune, un lourd vécu. Je regarde le ciel, la ville, les nuages, mes pieds, puis ses yeux, qui me fixent. Les miens dégoulinent, déversent leur fureur, leur peur, leur tristesse, leur amertume. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus quoi pleurer. Alex est hospitalisée ici depuis 2 mois. Elle n'a que 13 ans et chaque jour ou presque, elle retravaille ce texte écrit pour elle par sa meilleure amie. Et elle me regarde assise tranquillement avec son top bleu et son jeans. Elle me regarde comme si elle n'avait jamais tenté, jamais pensé au suicide. Un texte qui raconte en fait sa propre histoire. Je me suis fait agresser sexuellement. Je me suis fait violer par mon copain et mon meilleur ami était là et il n'a rien dit. Pendant l'été, j'ai voulu mettre fin à ma vie. J'étais vraiment à la fin.
Je me sentais coincée dans un trou. Et je la regarde, mon amie, déchirée, délaissée, abusée, violée, effondrée, qui m'assure qu'elle va mieux. Mais 3 mois, c'est peu, et j'ai cette ombre sur la conscience, j'ai peur. Ce soir-là, elle a perdu. Amis, amour, dignité, virginité et presque la vie. Et je la regarde pour toujours me rappeler de son sourire. Pour Alex et tous les autres, il n'y avait plus d'autre issue que d'être pris en charge dans une institution. Mais pour avoir une place ici, il faut compter 3 mois d'attente. Dans toutes les unités, il y a une explosion des demandes. On a été obligé de modifier notre manière de recevoir les demandes et opérer un certain tri. Il y a un grand désarroi des jeunes eux-mêmes, mais aussi des adultes, que ce soit dans les familles ou dans les institutions qui les accompagnent. Ça, depuis 4 ans, ça ne s'arrête pas. Pour un ado de moins de 16 ans, entre la demande d'aide et l'hospitalisation, il faut compter en moyenne 111 jours d'attente. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des jeunes qui sont de plus en plus désinsérés, qu'on rencontre finalement quand ils sont vraiment loin dans leurs difficultés. Je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu prendre soin d'eux avant? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu des alertes? À un moment donné, ben oui, ces jeunes-là craquent. Et du coup, ça craque beaucoup plus fort. Mais appelez-la et je vais dire... Je vais pas mentir. La Tchorga nous a transmis qu'il n'y avait pas de téléphone parce que vous n'avez pas fait l'activité. Non, je parce que vous avez été insultant. Non, mais j'ai participé à l'activité comme elle me l'a demandé. En s'immergeant dans cette institution, une question nous préoccupe. Comment expliquer une telle explosion du mal-être? Pourquoi le nombre de jeunes dépressifs a-t-il triplé depuis la pandémie de Covid-19? On peut clairement observer que ces jeunes qui arrivent, on va dire un peu en bout de course en psychiatrie, que ce sont tous des jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont trouvés totalement isolés. Je pense que cet isolement, il a été contextuel, lié au confinement grâce à la pandémie, mais qu'il devient aussi le symptôme de la société elle-même. Chacun tire la couverture à soi, et donc les jeunes sont perdus face à ça. Une société de plus en plus égoïste, mais ce n'est pas l'unique cause à ce mal-être. On se rend compte que beaucoup de jeunes ici ont aussi subi du harcèlement scolaire. Ouais, les commentaires sont pas souvent très chouettes à entendre. Ouais, elle parle tout le temps avec les éduques. Ça se trouve, ça se trouve, elle suce les éducateurs et tout. Franchement, j'ai vécu un peu une situation d'harcèlement de rue où on m'a jeté des bonbons dessus. On m'a dit que je ressemblais à un Yeti, des trucs comme ça. Il continue à me suivre. Et je suis vite remontée dans mon tram. Je suis rentrée chez moi. J'étais en train de pleurer. J'avais peur. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu que tous les mots qu'ils avaient dit sur moi, en fait, ils résonnaient dans ma tête. Aujourd'hui, 1 jeune sur 3 souffre d'anxiété. 1 sur 5 a déjà pensé au suicide. Et pour les prendre en charge, c'est flagrant. Le personnel fait cruellement défaut. Dans le service, il manque 4 infirmières sur 12. À mon avis, il y a un souci avec le drap. Non, ou alors c'est juste un plus petit. Il y a un problème, là. On essaie comme ça. Il y a toujours un problème. C'est pour aller techniquer, vous voyez. Oh ben, je vais peut-être aller rechercher un nouveau, d'accord? Ce jour-là, cette infirmière est seule avec les éducatrices. Bonjour. Oui, allô? Pour les 30 jeunes patients. Ok, d'accord, merci. Oui, attends, mais Bobby, tu sais rappeler un peu plus tard parce qu'il est dans les soins. On court un peu comme une poule sans tête. On n'est pas à l'abri de scarification, on n'est pas à l'abri de tentatives de suicide, mais ça demande une surveillance de paramètres. Il faut pouvoir traduire ces paramètres. Et tout le respect que j'ai pour mes collègues éduques, je ne pense pas qu'ils savent traduire. Votre cœur, il bat. Oui, très vite. On a quand même besoin aussi d'être concentré, parce qu'on n'est pas au risque d'une erreur. Et ça m'est déjà arrivé, oui. Le fait d'avoir 2 ou 3 soignants pour un service de 10, 12, 24 jeunes parfois à la nuit, c'est largement insuffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à
à la crise de chaque jeune en même temps. Vous allez le voir, les infirmiers ne sont pas les seuls à manquer à l'appel. Dans de nombreux hôpitaux, on déplore aussi un manque de médecins. Et en Belgique, on n'est clairement pas tous logés à la même enseigne. En bleu sur cette carte, les hôpitaux psychiatriques, en rouge, les services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux. La différence de répartition entre le nord et le sud du pays est flagrante. La Wallonie apparaît comme le parent pauvre. La province de Luxembourg est carrément délaissée. Ici, il n'y a que 13 psychiatres, 4 pédopsychiatres, et encore, ils ne travaillent pas à temps plein. En 2015, des équipes mobiles ont été mises en place pour désengorger les hôpitaux. Autant dire qu'ici, au sud du pays, elles sont devenues indispensables. On fait appel à nous parce qu'on a un peu la dernière chance. En fait, on était créé pour limiter les hospitalisations. Les équipes mobiles Odyssée, Marie Laguinet, bonjour. Donc il a 12 ans, il s'appelle comment votre fils, madame? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Donc il a voulu se défenestrer. Il avait vraiment envie de sauter, quoi. Mais c'est normal, mais vos émotions peuvent sortir aussi. Hein. Voilà, moi, vous me racontez tout ça, j'ai des frissons, vous avez envie de pleurer, mais c'est normal, on n'est que des humains, enfin, on est humain avant tout. Nathan, 12 ans. Cela ne fait aucun doute, il faut agir vite. Je pense qu'on est quand même face à un enfant de 12 ans qui menace quand même de passer à l'acte, c'est quand même pas rien. Maintenant, au niveau des dispos, c'est une situation qu'on pourrait quand même intercaler dans un délai rapide. Je pense que vendredi matin, on avait de la place. Je pense que oui, on peut regarder. Je peux contacter la maman. L'équipe de crise essaie tant que possible d'intervenir dans les 48 heures avec un binôme composé de psychologues, d'éducateurs ou d'assistants sociaux. Donc on ira les voir vendredi. Ce qu'on a quand même renvoyé, c'est que si c'était trop urgent, qu'ils n'hésitent pas à appeler l'ambulance. Car la mission de l'équipe mobile de crise, c'est d'agir vite, mais pas de se substituer à un service d'urgence. Il y a bien trop de situations à gérer et de distances à parcourir. Pour être mobile, on est mobile, oui. On est facile à 3-4 heures de route par jour. Cet après-midi-là, l'équipe se rend à Arlon, où des adolescents placés dans une famille d'accueil sont en train de craquer. On est bien d'accord que vous montez toutes les deux après. Moi, je peux aller à mon rendez-vous suivant. Oui. Ok, ça marche. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Laetitia rejoint sur place sa collègue Sylvie, qui est assistante sociale. Bonjour. Tu sais expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la concentration pour... Donc c'est un manque de concentration. Comme tu as déjà eu l'année dernière, du coup. T'es inquiète, toi, pour ton frère? Enfin, oui, il a quand même dit qu'il va pas bien et tout. Enfin... Tu vas lui pousser un... Viens faire un câlin. Voilà, un petit peu. Ça va aller, chérie. Ça va aller, ça va aller. Chouchou. Pour chercher après un autre psychologue, est-ce que ça va aller pour trouver quelqu'un d'autre? On nous a proposé à Bruxelles, à Namur, mais c'est pas gérable. Ici, c'est vraiment un désert. Il n'y a pas. Même au niveau de l'équipe mobile, pour un suivi de longue durée, il faut compter entre 3 et 6 mois d'attente. En 3 ans ici, on est passé de 350 appels à l'aide par an à 600. La demande a donc quasiment doublé, avec des patients de plus en plus jeunes. Il me semble que par le passé, où on était plus sur des adolescents, des préadultes, et ici ça commence, j'ai l'impression quand même, vers 9-10 ans, on a déjà des jeunes avec des idées suicidaires, des idées noires, et je trouve que c'est interpellant, oui. Quand le gouvernement a mis en place ces équipes mobiles, l'objectif était donc de réduire la pression sur les hôpitaux psychiatriques. Mais vu l'explosion de la demande, force est de constater que l'objectif n'est pas tout à fait rempli. Qui va bien dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bien? Les chiffres de Cienzano sont interpellants. Un jeune sur 2 ne reçoit pas l'aide psychologique dont il a besoin. Nous
retrouvons Sylvie. Depuis quelques mois, elle participe à un groupe de parole avec d'autres parents. Tout le monde a son importance, en fait. Leur point commun, tous ont perdu un enfant par suicide. Moi, j'avais l'intention de faire un atelier photolangage pour que chacun puisse un peu choisir des images, des photos qui correspondent un peu à ses émotions du moment. Il y a une dame qui est ici, elle regarde au loin, elle voit devant elle plein de choses, mais il y a ici quelque chose qui l'arrête. Et je pense que moi, je suis dans cette étape-là où c'est compliqué. Moi, j'ai choisi cette photo. C'est une dame qui porte son fardeau, mais qui avance. Moi, ça fait 4 ans que ma fille s'est suicidée. Il faut savoir que ma fille, forcément, elle a subi du harcèlement en tout genre. Et que ça, on ne peut pas l'arrêter. Donc, on a beau donner des pilules à nos enfants, c'est pas ça qui va arrêter le harcèlement. Les histoires se mélangent et se ressemblent. Sylvie n'est pas la seule à avoir subi les conséquences dramatiques du manque de prise en charge. Pour que je puisse faire entrer ma fille 2 semaines dans un centre fermé pour jeunes adolescents en difficulté, pour moi arriver à ce que la dame, la pédopsychiatre, entende qu'on ne s'en sortait pas, que ça n'allait pas, que les médicaments, ça n'allait pas, qu'elle continuait de sortir de la maison, qu'elle continuait de se scarifier, de prendre des médicaments. Malheureusement, j'ai dû lui faire comprendre que nous, on était à bout et qu'un jour, j'ai pris ma voiture avec ma fille à l'arrière. Et c'était encore un moment de dispute très intense. J'étais sur l'autoroute et je me suis dit, je vais fracasser cette bagnole pour que ça s'arrête. Et pour elle et pour moi, tellement c'était dur. Et là, la dame, tout d'un coup, là, elle a réalisé. Et elle s'est dit, attendez, je vais regarder s'il y a de la place. Même une fois hospitalisée, le suivi pose de sérieuses questions. Quand elle est sortie de ces 2 semaines d'hospitalisation, on a fait le bilan. Et encore une fois, on lui a demandé, Margot, est-ce que tu as encore envie de te suicider? Et Margot, elle a dit oui. Je n'ai jamais compris quand on ait laissé sortir ma fille de ce centre en ayant entendu ses paroles. Et le 11 juillet 2020, elle s'est suicidée. Et là, j'ai reçu des condoléances des psychologues par Internet. Est-ce que dans ce monde, on s'intéresse encore à l'autre, à la souffrance de l'autre? Je ne crois pas vraiment. Évidemment que moi, je garde l'espoir qu'il y aura un grand changement, peut-être un jour, grâce à des gens comme nous qui allons essayer de semer quelques graines, en espérant que poussent quelques fleurs et que ça interpellera pas mal de monde. Ça, c'est le groupe de parole. C'est donner du sens à l'insensé. C'est en faire quelque chose de bien, du malheur. C'est super important. Putain, je suis désolé, putain, je sais pas ce que j'ai, mais... Ça me touche, en fait. C'est être humain. Au-delà du désarroi des parents, au fil de notre enquête, on réalise qu'il y a aussi une remise en question de certains médecins. L'un des anciens pédopsychiatres de Noé a tenu à se rendre sur sa tombe avec Sylvie. Bonjour, docteur. Il nous autorise tous les deux à assister à ce moment. C'est très émouvant de venir ici. C'est très émouvant, oui, j'imagine. On ne peut pas admettre qu'un jeune de 19 ans meure comme ça, c'est inacceptable en fait. Et ma présence, c'est aussi pour dire que nous, les psys, on ne doit pas fuir en fait. Parce qu'on pourrait cacher et dire on s'en veut pas voir, tant pis, on continue notre boulot. Non, il faut aller au cimetière, il faut se rendre compte de ce que ça peut... des conséquences aussi de nos actes en fait, ou de ce qu'on ne fait pas. Personne n'a mis un diagnostic sur
ce qu'il avait. Je n'ai jamais eu de mots qui ont été dit, voilà, votre fils souffre de ça et on peut faire ça. Non, ça n'existe pas. Pour ce médecin, il n'y a pas de doute, le système dysfonctionne. Moi, en tant que pédopsychiatre, je me sens un peu abandonné aussi. Moi, ça fait 3 mois que je refuse tout nouveau patient parce que mon agenda est complètement plein, craqué, et je n'ai plus la possibilité de pouvoir proposer quoi que ce soit. Et puis au sein même des institutions, la qualité de la prise en charge poserait question. Ça peut paraître un peu sévère, mais moi je dirais à peu près 8 patients sur 10 sont pas contents de l'hospitalisation en général. Quand j'étais en formation en psychiatrie, le chef de service nous avait dit « vous devez absolument voir chaque patient au moins 3 fois par semaine ». Aujourd'hui, moi j'entends parfois des jeunes qui ont à peine été vus une fois par le pédopsychiatre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et sans que ça n'ait posé de problème à personne. On va aussi découvrir à quel point certains médecins ont la main lourde sur les médicaments. Alprazolam, 21 comprimés, Valium, 5 comprimés. Et là, il y en a 32 diazépam. C'est quand même des quantités importantes. Antidépresseurs, neuroleptiques. Pour Noé, cela a commencé dès l'âge de 12 ans. Il était vraiment assommé et je pense que par après, il s'est dit, ben voilà, si je consomme ça, ça ira mieux. Mais on tombe dans l'engrenage après des médicaments, d'autres choses et des doses aussi très fortes. L'INAMI nous procure des chiffres qui nous interpellent. En 15 ans, le volume de psychotropes consommés par les jeunes de 15 à 25 ans a plus que doublé. Je ne veux pas non plus accabler les personnes qui prescrivent des médicaments, j'en prescris moi-même, donc c'est pas le souci, mais la question c'est à chaque fois qu'on prescrit, on se dit il faut faire attention à ce qu'on fait. Si déjà à 13-14 ans ils sont remplis de médicaments, s'ils sont bourrés de médicaments, je ne sais pas comment ce sera pour la suite. Noé était clairement devenu accro. Ses amis l'ont vu plonger dans cette addiction sans pouvoir le freiner. Il est avec nous chaque instant, chaque moment. Il sera toujours là. Lui, c'est Tristan, le meilleur ami de Noé. Il est lui-même passé par des institutions psychiatriques. Il a eu le sentiment que les médicaments étaient un peu la solution de facilité. On nous donne des médicaments 3-4 fois par jour. Et plus pour nous essayer d'endormir notre malheur que de le résoudre. Il ne faut pas s'arrêter à donner un antidépresseur. Il faut creuser le problème et aller le trouver. Et des fois, le plus dur, c'est pas de le résoudre, mais c'est de le trouver. On se retrouve à croire qu'on est bien avec certains médicaments. Et au final, ils nous en font juste dans un autre vice. Un autre vice dans lequel sont tombés Noé et certains de ses amis. Pour étouffer leur mal-être, ils ont tenté par tous les moyens de se procurer médicaments et puis drogues de synthèse. À visage caché, ils nous révèlent qu'acheter toute cette marchandise est bien plus simple que ce qu'on pensait. Sur des sites internet basés aux Pays-Bas, tout est disponible en libre accès et en quantité illimitée. Benzodiazépines, amphétamines, tous des nouveaux psychotropes de synthèse. Ces deux jeunes sont clairement tombés dans l'addiction. Au début, j'arrivais à me contrôler, je prenais un petit peu, et puis je gardais le reste pour le week-end. Et puis à un moment, c'était, j'avais commandé 2 fois dans la semaine parce que, arrivé le week-end, j'avais déjà plus rien, quoi. On ne doit même pas sortir de chez soi. On reçoit chez soi, on commande chez soi, on se coupe de l'extérieur et on se renferme dans différentes substances. Quand on n'en a plus, on se retrouve sans aucune émotion, vidé complètement. Et la seule envie qu'on a, c'est de recommander. Il serait donc possible aujourd'hui de commander de la drogue et des médicaments en 2 clics. Pour en avoir le cœur net, on décide de passer une commande. Ce que l'on va découvrir est édifiant. En apparence, il s'agit soi-disant d'un site de recherche chimique, mais les sous-entendus sont plutôt clairs.
Bonne chance dans vos recherches, pensez à votre sécurité et reposez-vous suffisamment entre vos examens. Salutations, le professeur. Sur ce site, il est possible d'acheter jusqu'à 1 kg de chaque substance à des prix très bon marché. Nous achetons 7 produits différents pour un montant total de 232 €. La livraison est ultra rapide. On est à peine le lendemain, en tout cas on peut dire qu'ils sont vachement efficaces. Le colis est d'une discrétion implacable. Avant de l'ouvrir, nous cherchons un endroit à l'abri des regards. Voilà la marchandise, amphétamine, CBD, catinone. Ça, je sais plus ce que c'est. Alors j'ai bien reçu mon petit briquet en cadeau. Voilà. Alors ce qui est assez dingue, c'est qu'on a même reçu un échantillon gratuit pour inciter à tester des nouveaux produits. Nous décidons d'amener notre colis au CHU de Liège pour le faire analyser. Nous avons rendez-vous au laboratoire de toxicologie pour évaluer la dangerosité de toutes ces substances. Bonjour. Voilà le paquet. Ça pourrait être un bouquin qu'on ne ferait pas la différence. C'est ça. Par contre, je suis un peu surprise de vous voir débarquer ici avec tous ces produits. Vous êtes complètement dans l'illégalité de détenir ce type de produit. D'accord. Bon, ben voilà, on va vous laisser analyser tout ça. Un emballage dans un emballage. Contrairement à ce qui est indiqué sur les sachets, ce ne sont pas des produits de recherche chimique. Cette dénomination sert juste à détourner l'attention des autorités. En fait, il s'agit de nouvelles drogues de synthèse légales aux Pays-Bas, mais complètement illicites chez nous. Pour les vrais produits de laboratoire, on a des fournisseurs qui sont agréés. En tant que laboratoire, on a une autorisation pour détenir ce type de produits, ce qui n'est pas le cas de vous, par exemple, qui êtes venu ici de manière tout à fait illégale. Il faudra maintenant s'armer d'un peu de patience. Les résultats des analyses seront dévoilés dans un mois. À ce stade de l'enquête, il y a encore quelque chose qui nous interpelle. Sylvie nous apprend que la veille de son décès, Noé avait passé la nuit au CHU Elora, à Mons. Elle l'avait emmené aux urgences parce qu'il avait pris de nombreux médicaments. Je vois toujours, ils étaient 4-5. Ah, c'est Noé, oui. Madame, vous pouvez rentrer chez vous, on va s'en occuper. Et il est resté là la nuit. À 7 heures, l'infirmière me téléphone. Il faut que vous veniez le chercher. Et puis voilà, je suis rentrée avec lui. Je lui ai dit, va te reposer. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu, en fait. Dans l'après-midi, voilà, il était parti. Je l'ai découvert, voilà, endormi. Oui. C'est très difficile. Ça ne doit pas arriver. Ça ne peut pas arriver. On sort des urgences, c'est qu'on est bien. C'est tout. Y a-t-il eu une défaillance? Un manque de vigilance? L'hôpital assure que Noé ne rentrait pas dans les critères qui auraient justifié de l'hospitaliser contre son gré. Pour comprendre, on veut passer une soirée aux urgences psychiatriques. Ce n'est pas ici que Noé a été pris en charge, mais cela va permettre de répondre à certaines de nos questions. Suite à une dispute, elle a fait une tentative de suicide. C'est un jeune garçon, une jeune fille qui est en crise identitaire, qui ne définit pas son genre. Toujours est-il que suite à cette dispute, elle a décidé de se tailler les mains. Une équipe d'ambulance est intervenue sur place. Ils l'ont stabilisée et elle a simplement menacé de recommencer si on partait. Ça ne nous a pas tellement laissé le choix. Ce jeune de 21 ans vient donc de faire une tentative de suicide. Il est examiné par un psychiatre et une infirmière. Je peux vous mettre le bracelet de l'hôpital? Ouais, je vais mettre de l'autre côté, peut-être on regardera ça après. Donc vous êtes fait du mal vous-même? On vous sent un petit peu
ailleurs. Est-ce que je me trompe? Excusez-moi, l'alcool un peu encore en effet. Mais oui, c'est ça, hein, c'est ce que je vois, c'est ce que je disais à madame. Vous avez compris un petit peu ce qu'on faisait ici, justement, avec la police, le fait que vous voyez un psychiatre en Je urgence? sais très bien ce que la police, elle fait, elle se fout un peu de ma gueule. Hein. Je leur ai pas dit aux policiers, mais c'est vrai que je me sens pas très bien à ce sujet-là, en sachant ce qui s'est passé aujourd'hui. En général, je suis pas très bien. Mais vous vouliez mourir? De temps en temps un peu, parce que c'est commencé à être fatigant. Les propos sont inquiétants. On aurait pu croire que ce patient serait gardé en observation, mais non. On a décidé donc de ne pas répondre positivement à la demande du parquet et donc de ne pas hospitaliser cette personne parce qu'elle ne répond pas aux critères, à savoir qu'il n'y a pas de maladie mentale décompensée, que la dangerosité, on peut être parfois un peu inquiet par rapport à des idéations suicidaires, mais qu'on ne va pas psychiatriser toute personne qui a des idées suicidaires. C'est des crises existentielles et c'est important qu'on puisse aussi socialement assumer ce risque-là. En fait, pour être hospitalisé sous contrainte en psychiatrie, les critères sont très clairs. Il faut que le patient souffre d'une maladie mentale, qu'il refuse les soins et qu'il représente un danger pour lui-même ou pour les autres. Comme Noé, ce jeune adulte est dans une zone grise. Pas de maladie mentale avérée, mais un mal-être auquel se mêlent des addictions. Alors ceux qui n'entrent pas dans une case méritent-ils moins d'être protégés d'eux-mêmes? Cette nuit-là, on s'en rend compte très vite, l'hôpital n'a pas la capacité de garder tout le monde. Une autre urgence est en train d'arriver, un patient potentiellement dangereux. Monsieur est diagnostiqué schizophrène et ne prendrait plus son traitement depuis plusieurs jours. Il s'est enfermé dans l'appartement avec la petite de 2 ans et demi et a laissé madame dehors. Elle ne savait plus rentrer. Madame a essayé de l'appeler à de nombreuses reprises. Monsieur n'a pas répondu. On sonnait, ça ne répondait pas. On a dû quand même défoncer la porte blindée. Ici aussi, l'expertise psychiatrique doit déterminer s'il faut interner cet homme et déclencher ce qu'on appelle une mise en observation. Vous êtes obligé d'être là, c'est pour ça que la police est là, et nous on est obligé de vous voir en urgence. Moi, je voulais passer la soirée avec ma fille, c'est tout. Et elle est où pour l'instant, monsieur? Chez sa mère. Chez sa mère, avec sa mère, vous voulez dire? Parce que vous habitez ensemble. Oh, je sais plus, écoutez, je suis avec vous. Je sais pas. La police nous a informé qu'il y avait eu une menace de mort que vous avez proférée à l'égard de madame. Devant eux, donc ça, vous pouvez pas le nier, je pense. Vous avez dit que si elle vous quittait, vous la tuez. C'est possible. Dans le contexte actuel, et indépendamment du contexte, c'est quelque chose de grave. Et c'est pas parce que vous souffrez que pour autant vous pouvez proférer des menaces comme ça. Ouais. Moi, je suis suffisamment inquiet que pour que vous puissiez passer la nuit ici. Vous pouvez venir avec moi. Je vais juste demander maintenant de mettre la blouse ici. Je veux bien après chercher un pantalon de pyjama si je trouve, mais pour l'instant... On le voit, entre les jeunes en détresse et ce genre de patients plus âgés avec de lourds problèmes psychiatriques, les hôpitaux sont étranglés. Voilà, excusez-moi. Oui, allô? Oui, vous allez devoir attendre. Est-ce que vous pouvez attendre dans la salle juste en face? Il n'y a clairement pas assez de personnel à ce niveau-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre 6 heures à l'hôpital, ne fût-ce que pour que les paramètres soient pris, qu'ils soient vus par un médecin. Aujourd'hui, on est en moyenne entre 2 et 3 expertises par jour. Mais ça veut dire que parfois, il n'y en a pas, et parfois, il y en a 5, 6. Alors, c'est quelque chose de terriblement difficile, c'est-à-dire que ça met à mal les infirmiers, les collègues, les jeunes collègues assistants qui font ce travail régulièrement. Et donc, ça demande effectivement de bien financer ce type d'unité de crise, d'urgence psychiatrique, pour pouvoir absorber toutes les demandes qui viennent chez nous. En 10 ans, le nombre de mises en observation a augmenté de près de 50%, alors que le nombre de lits d'hôpitaux, lui, est en chute libre. Sur les 18 834 lits psychiatriques que compte la Belgique, on découvre que 2500 ont été condamnés, autrement dit, 1 lit sur 8. Ah, il y en a ici, c'est des cas très spéciaux. Hein. Je m'appelle, je ne sais plus. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici alors.
Je viens de très loin, je viens de très loin. Le monde de la psychiatrie reste un monde opaque. Sur les 4 institutions qui hospitalisent sous contrainte à Bruxelles, une seule acceptera de nous ouvrir ses portes. Il y a encore quelques années, cette unité comptait 35 lits, mais 10 ont été condamnés suite aux mesures du gouvernement. Ici, c'est votre chambre. Le médecin va venir vous voir en 5-10 minutes. Le point positif, c'est qu'il y a plus de personnel pour moins de patients. Le point négatif, c'est qu'il faut pousser les murs. Ici, à Bruxelles, on a une situation tout à fait particulière. Parce que d'une part, historiquement, on a moins de lits. Donc on a dû geler des lits qu'on n'avait déjà pas en suffisance. Mais qui plus est, vous êtes dans un grand centre urbain. Et ce grand centre urbain, il va un petit peu rassembler la misère du monde. Il y a tous les réfugiés illégaux, tous les SDF, tous les gens qui sont fortement précarisés. Ce qui fait qu'on a une demande qui est énorme. Et on est plus loin que la bombe à retardement. C'était la bombe à retardement dans l'après-Covid. Et maintenant, on est en train d'exploser, en fait. Ce qui nous frappe, c'est qu'un quart des patients ont moins de 25 ans. Léo n'en a que 19. Il a atterri ici suite à une crise où il tenait des propos délirants. On vit dans un monde qui fait peur, désolé de le dire, mais la jeunesse va vraiment pas bien, on crée vraiment des larves. Ils trouvent toutes les réponses à travers un écran, tous les réseaux sociaux, plus ce qui s'est passé avec le Covid, on est désociabilisé, enfin la société est en train de se diviser en 10 000 morceaux. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se divise, on se fait la guerre et on pense qu'on va trouver une solution comme ça, mais c'est déprimant. L'énergie pure de l'humain, c'est l'amour, c'est ce qui lie tout. Et malheureusement, on a un manque d'amour énorme, mais énorme, énorme, énorme. Une mise en observation dure 40 jours. Elle peut être prolongée par le juge de paix, mais maximum 2 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours de solution pérenne. C'est un cauchemar en fait. Je suis ici parce que j'ai fait une tentative de suicide. Et je suis déjà à ma 8e mise en observation. Et dès que je me retrouve dans une situation qui est plus difficile pour moi, ben c'est reparti. Il n'y a plus de peur, quoi, sérieusement. C'est un peu comme la prison. Du pain sec et de la soupe. Il y a un patient, il m'a dit ouais toi t'es folle. Et j'ai regardé, j'ai dit et toi t'es quoi? Je te signale qu'on est dans le même bateau. Quand on déambule dans l'institution, certains couloirs font froid dans le dos. Là, un couloir de sécurité avec des chambres de contention où les patients trop agités ou agressifs sont attachés, enfermés et surveillés via cette caméra. Et ces chambres sont utilisées plus souvent qu'on ne le pense. Si vous n'avez plus de place nulle part, nous on utilise les lits qu'on a à notre disposition, donc malheureusement il arrive qu'on accueille des gens et qu'ils doivent passer leur première nuit ici, ce qui, vous le comprenez, en termes d'accueil est quand même pas génial. Gabriel et Léo sont passés par ces chambres de contention dans d'autres hôpitaux. Ils en sont encore traumatisés. Au final, on m'a mis dans une chambre d'isolement, on m'a bourré de médoc, et on m'a dit dors. Et moi, toute la nuit, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Moi, j'ai déjà été attaché mains et pieds avec plusieurs injections en même temps, mais comme dans les films, et tu peux pas bouger, tu es comme ça pendant 7-8 heures et t'appelles au secours, tu demandes juste que quelqu'un vienne te voir. Il y a personne, tu te pisses dessus. Ils savent même pas si tu es claustrophobe, si tu as des soucis, qu'ils font des choses pareilles. Il n'y a pas ce côté humain. On nous traite comme des animaux, comme du bétail. Hors caméra, plusieurs soignants de différents hôpitaux nous avouent qu'ils augmentent parfois les doses de médicaments pour mieux gérer les crises. Il y a quelqu'un dans la chambre, là, au fond? Dans cette institution-ci, la chef de service nous assure que ce n'est pas le cas, mais elle nous confie que, faute de place, certains patients instables sont parfois renvoyés chez eux, alors qu'ils sont encore potentiellement dangereux.
La grande difficulté des hospitalisations sous contrainte, c'est qu'on ne peut pas les refuser. En fait, quand il n'y a pas de place, c'est comme en prison, on vous impose les gens. Fatalement, si on a trop de patients par rapport au nombre de places et qu'on est encore imposé, on doit faire de la place. Avec des risques pour soi et pour les autres. Papa. 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 Un mois s'est écoulé depuis notre première visite au laboratoire du CHU de Liège. Il est temps d'examiner les résultats des analyses toxicologiques. Chacun de nos échantillons a été scrupuleusement passé au crible. Dans le cas des produits analysés ici, la pureté était assez bonne, mais c'est très loin d'être le cas pour les produits illicites qui sont souvent coupés avec des produits de coupe qui peuvent être inertes, mais qui peuvent aussi avoir des effets toxiques. Tous nos produits sont donc très purs, mais aussi très puissants. Ce sont effectivement des substances extrêmement dangereuses. Si on prend le cas par exemple des cannabinoïdes de synthèse, on peut avoir l'impression que c'est plus ou moins inoffensif, entendons-nous bien, comme le cannabis. Mais en réalité, s'il n'y a pas d'overdose au cannabis, les cannabinoïdes de synthèse sont beaucoup plus dangereux. Il y a souvent des cas d'admission aux urgences. On apprend que les cannabinoïdes de synthèse peuvent être 100 fois plus puissants que le cannabis végétal. Toutes ces nouvelles substances sont donc beaucoup plus addictives. La dépendance est démultipliée, alimentée aussi par des prix qui défient toute concurrence. Si on compare par rapport aux drogues classiques, finalement ici, pour un même budget, on peut vraiment avoir des quantités très importantes et pour 15 €, on peut très facilement faire une overdose. Ouais. Pour quelques euros et en restant confortablement chez soi, il est donc possible de se procurer des substances extrêmement dangereuses, qu'on soit majeur ou pas. Pire, on constate que ces sites redoublent de méthodes marketing pour rendre leurs jeunes clients accros. Je reçois 1 à 2 mails par semaine me proposant des promotions ici, 15% de réduction sur tout le site. C'est leur Black Friday à eux, quoi. Si tu es un consommateur de ce produit, tu vas justement te ruer sur l'offre, et donc forcément encore plus rentrer dans l'addiction. Là, c'est explicitement dit que plus on achète des quantités élevées d'un coup, moins on va payer. Comme ces deux jeunes, on se pose cette question. Comment est-ce possible que tout cela soit toléré? On arrive à faire couler des sites internet qui republient des blockbusters, des séries américaines. On n'arrive pas à fermer des sites qui vendent de la drogue à sa population. Ce constat nous interpelle. Les autorités seraient-elles laxistes face à ce phénomène? Nous avons rendez-vous avec le commissaire en charge du département drogue au sein de l'unité de lutte contre la criminalité. Il nous apprend d'abord que ces sites internet ont déjà fait des victimes chez nous. On a eu un suicide d'un jeune homme qui a utilisé des opioïdes synthétiques qu'il a acheté sur ce genre de website. Donc, oui, il a 21 ans. Mais le problème, c'est qu'on peut donner ces éléments, on peut dire à Hollande, voilà, ce produit est venu de chez vous autres, mais ils n'ont pas une loi spécifique, donc ils ne savent rien faire. Après des années d'inaction, les Pays-Bas viennent à peine de voter une loi qui interdira certaines de ces drogues de synthèse à partir du 1er juillet 2025. En attendant, elles restent toujours en vente libre. Alors pourquoi la police belge, elle, n'agit-elle pas? Je pense qu'on a besoin d'une législation internationale, parce qu'on peut dire, oui, on doit faire plus de contrôles, mais avec toutes les grandes quantités, c'est
C'est pas possible d'avoir 10 milliers, 15 milliers de douaniers en plus. Ça, c'est une utopie. Par année, il y a 151 millions de colis postaux. C'est une lutte très difficile, honnêtement. Ouais. Le problème a été communiqué à Europol, mais pour l'instant, on comprend donc qu'aucune mesure concrète n'est mise en place. Mal-être, médicaments, addiction, le cercle vicieux est difficile à briser. Sylvia, elle, n'est pas tombée dans ces travers-là. Elle est toujours médiquée, mais a su remonter la pente juste à temps. C'est ma première œuvre de crochet, donc pour moi, c'est 100% Sylvia. C'est censé être une cagoule pour braquer les banques. On dirait un peu une méduse maintenant que j'y pense. En fait, ça t'aide vraiment à être dans un truc et du coup plus ruminer. Ça repose ton esprit. Mentalement, je suis en train de me reposer là. Le déclic pour elle, ça a été de s'installer ici, dans cette cité hors du commun, au cœur de Bruxelles. Son nom, le projet Trèfle. Un lieu où des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale peuvent se reconstruire. Ils ont leur propre appartement, mais restent supervisés par des thérapeutes. Un soir par mois, tous les jeunes qui vivent ici se rassemblent avec l'éducatrice autour d'une réunion communautaire. Donc je propose que tu coupes le gâteau. Les gâteaux. Tous ont pu trouver ici une échappatoire à leurs problèmes. Quand je vois mon parcours, où je suis maintenant, et que je vois ma vie et tout, même physiquement, je me vois, je me dis, purée, franchement, ça a été une bonne chose. Alors, par rapport à ça, vous avez l'impression que ce serait bien qu'il y ait d'autres espaces comme le trèfle qui se déploient un petit peu ailleurs. Oui. Parce que surtout à Bruxelles, il y a une pénurie d'appartements accessibles pour les jeunes. Moi, je vais bientôt partir, ça va être une galère totale. Il n'y a pas assez de projets comme ça, je trouve. C'est donc à un moment donné, les enfants vont même plus demander parce qu'il y a la seule chose qu'ils voient, c'est pénurie, il n'y a plus d'appart, il n'y a plus rien. Mais en fait, des fois, c'est toi et ta chance, en fait. Dans la vie, tu peux tomber sur des personnes compétentes dans leur métier, tout comme tu peux tomber sur des personnes qui en ont marre de leur métier. Du coup, elles sont vraiment pas là, si elles sont compétentes ou pas, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. De son côté, Sylvia voit enfin le bout du tunnel. Après 2 ans de décrochage scolaire, de rendez-vous médicaux, elle a repris une formation et reprend goût au plaisir simple. J'ai toujours et encore du chemin à faire. Mais je pense que par rapport à avant, il y a quand même beaucoup de progrès. Et après, tu as juste envie de continuer, quoi. De plus retomber dans le trou. C'est comme ça que je l'appelle, le trou. Il n'y a rien. Il fait froid, c'est sale, c'est boueux. Ouais. Faut se tourner vers le soleil, comme a dit mon psychiatre. Devenez des tournesols, parce que les tournesols, quand ils s'ouvrent, ils se tournent vers le soleil. Achetez tous un tournesol. Sylvia est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Mais comment faire quand les structures d'aide ne suivent pas ? J'ai voulu témoigner de l'histoire de Noé pour que ça n'arrive plus. J'aimerais vraiment qu'il y ait des moyens qui soient déployés, qu'il y ait des infrastructures beaucoup plus efficaces et aussi qu'on ne laisse pas les parents seuls face à leurs problèmes. Une fois que le suicide est arrivé, on nous laisse comme ça. Les pompes funèbres sont venus, ils ont emmené ma fille et puis après c'est fini. Mais pour nous c'est pas fini, ça fait que commencer. Des budgets ont bien été libérés pour rendre les consultations psychologiques plus accessibles, mais force est de constater que ce n'est toujours pas suffisant. Tant qu'on n'arrivera pas au niveau zéro de victimes, il y aura toujours des lacunes. Il est grand temps que ça change, parce que depuis Margot, il y en a eu encore combien? En France, la santé mentale a été érigée en grande cause nationale, une avancée historique que beaucoup envient. Le message que j'aimerais faire passer, c'est de prendre au sérieux les signes précurseurs
des petits signes peuvent être des gros points de douleur pour certains jeunes. Le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à Noé, c'est d'améliorer de façon importante cette aide aux enfants et aux adolescents. On pourrait même appeler ça le projet Noé, pourquoi pas. Tous veulent ce soir que le tabou laisse place au changement. Ça donne un sens à ce qu'on a vécu. Tout ce que je souhaite aussi, c'est que les gens qui n'ont pas vécu ce drame puissent puiser l'expérience des gens qui l'ont vécu. Et j'espère que ça n'arrivera plus.